Bien, bonjour à tous. Merci beaucoup d'être venus aussi nombreux aujourd'hui. Nous sommes réunis cet après-midi dans le cadre du cycle de conférences de l'ESEIS. Je m'appelle Valérie Wolf, je suis responsable du département recherche de l'ESEIS qui organise ce cycle. Nous avons à peu près une rencontre par mois. Vous trouverez tous les éléments sur notre site internet. Nous organisons des tables rondes, nous organisons des ciné-débats. Nous organisons également des rencontres avec les personnes concernées. Ça s'appelle les cafés des personnes concernées. Et puis, nous organisons également des conférences comme celle de cet après-midi. Et nous sommes réunis aujourd'hui pour parler de la question des fake news, mensonges et de la propagande avec l'éminent professeur honoraire de psychopathologie clinique à l'Université d'Aix-Marseille, monsieur Roland Gori, psychanalyste, que je vous remercie de bien vouloir applaudir bien fort. Monsieur Gori est également encadré de 2 personnes qui sont membres du comité local de l'appel des appels, monsieur Sylvain Le Drogo et monsieur Claude Chauder, que je vous demanderai d'applaudir également. Alors, je vais me permettre d'introduire rapidement le propos avant de leur laisser la parole. Nous sommes ensemble aujourd'hui jusqu'à 16 heures. L'idée, c'est d'avoir une intervention un petit peu générale, au moins d'1 heure, et puis après, de vraiment laisser la place au débat. Vous êtes nombreux, agissez, prenez le plaisir à essayer de vous rencontrer. Les événements sont véritablement faits pour ça. Prenez ce plaisir-là. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet bien sérieux, un sujet que sont donc les fake news et les mensonges. Alors, j'ai recherché quelques exemples un petit peu de fake news pour bien commencer. Par exemple, le 10 septembre 2024, Donald Trump, lors d'un débat présidentiel, accuse les immigrants haïtiens à Springfield de manger des chiens et des chats. Dans leur nourriture, ils mangeraient les animaux de compagnie des pauvres gens. Après un attentat en 2017 sur CNews, Yvan Roufiol affirme que 50% des jeunes musulmans des banlieues soutiennent l'État islamique. Il n'y a aucune source fiable, il n'y a aucune contestation en direct. Cela aboutit à une enquête du CSA. Vous avez vu les résultats sur CNews. Des rumeurs sur les aides sociales sont aussi très courantes. En 2024, une fausse attestation CAF prétend qu'une famille perçoit 6 000 € d'allocation en un mois. Les réseaux sociaux s'enflamment, la CAF dément. Il s'agit en fait d'une régularisation exceptionnelle parce que les aides n'ont pas été versées pendant plusieurs mois. Mais c'est trop tard. Sur de nombreux réseaux, en fait, cette attestation a circulé et elle a permis aux personnes déjà convaincues de légitimer leur opinion sur les professeurs, sur les assistés. Fake news sur l'insécurité dans l'affaire des viols de Mazan, dont vous avez tous entendu parler. Certains représentants de l'extrême droite disent qu'en réalité, la majorité des accusés sont des immigrés. C'est complètement faux. Au final, les fake news, c'est un outil de manipulation massive. Les cibles, vous l'avez vu, les publics immigrés, les publics en situation de précarité, les publics vulnérables, sont souvent les publics ciblés par les fake news. Bref, les publics que nous essayons de défendre et de protéger dans le champ du travail social. Les fake news, ce ne sont pas que des anecdotes, c'est un phénomène de masse. Parce que quoi qu'on en pense, ces présidents manipulateurs, ces médias douteux, ces influenceurs sont suivis par des masses. Tout se passe comme si aujourd'hui la vérité n'avait plus aucune importance. Tout se passe comme si aujourd'hui c'était la parole forte, le buzz. C'est la parole relayée qui compte. Dans l'ère de la surinformation, on peut se demander quels repères on va pouvoir avoir. On a des journaux, des médias d'opinion, des influenceurs. Faites votre choix. Choisissez votre créneau d'information, mais avec quels critères ? Et dans le contexte de l'urgence qui est le nôtre, dans cette société qui va de plus en plus vite, qui aujourd'hui prend encore le temps de choisir, d'analyser, de trier, de comparer les informations ? Qui prend le temps de distinguer le vrai du faux ? Qui peut prendre ce temps de réflexion ? Eh bien, je vous invite à prendre 2 heures de votre temps pour échanger autour de ces éléments et pour suivre la parole et l'expertise de Roland Gori sur ces sujets largement d'actualité.
Merci encore à vous tous et encore de nombreux applaudissements pour nos intervenants. Merci. Merci beaucoup pour cette introduction. Un grand merci à l'ESEIS pour accepter d'accueillir une nouvelle rencontre que l'on co-organise du coup avec le comité local de l'association L'Appel des Appels. On a un comité local à Strasbourg. Et c'est vrai qu'on est particulièrement content de pouvoir venir à la rencontre des étudiants, venir en école du travail social, puisque l'association L'Appel des Appels, le collectif L'Appel des Appels, lancé il y a une petite vingtaine d'années, entre 15 et 20 ans, par Roland Gori, Claude Schauder et quelques autres, essentiellement des psychologues au départ, vient interroger les métiers, les dérives des métiers, la casse des métiers parfois, au départ des métiers du soin psychique, et puis plus globalement, l'ensemble des métiers liés à l'accompagnement, liés à l'humain, à l'éducation, au travail social. Et aujourd'hui, c'est vrai que l'Appel des Appels, y compris dans le conseil d'administration, dans les membres de l'Appel des Appels, nous avons élargi face aux dérives néolibérales de l'ensemble des métiers, de beaucoup de métiers, on peut dire artisanaux pratiquement, la magistrature, le milieu du droit. Nous avons travaillé sur le journalisme aussi, sur les médias, et sur d'autres métiers encore, pour venir être vigilants, essayer de prendre conscience de ces dérives, des transformations des métiers. C'est pour ça que je dis qu'on est assez content d'être ici aujourd'hui, puisque à Strasbourg, nous organisons régulièrement des temps de travail, des temps de réflexion, à la Maison des Adolescents, à la Librairie Kléber. Tout à l'heure, on sera à la Librairie Kléber à 17h30 autour du dernier livre de Roland Gori, qui vient de paraître. Mais à l'école de travail social, à l'ESEIS, moi je suis éducateur spécialisé de formation, évidemment, je pense que ça nous touche particulièrement de venir ici. Les organismes de formation, le fonctionnement des organismes de formation a aussi beaucoup évolué en lien avec la société actuelle. Et donc, on va pouvoir échanger de cela. Aujourd'hui, plus particulièrement autour du livre de Roland Gori. Donc, Roland Gori, pour le dire très vite sur les derniers ouvrages qui ont paru, on a eu La Fabrique de nos servitudes en 2022, un petit peu avant en 2020. Et si l'effondrement avait déjà eu lieu, l'étrange défaite de nos croyances. Et puis donc, un livre qui est apparu le mois dernier, au mois de février, Décivilisation, les nouvelles logiques de l'emprise. Donc on ira tout à l'heure de manière un peu plus large à la librairie Kléber sur ce livre. Et là, on va s'intéresser à un aspect du livre, même si on n'est pas très loin de l'emprise, un aspect du livre qui est traité dans le chapitre 5 qui s'appelle « Fausses nouvelles, propagande et emprise sociale ». Donc Roland a choisi d'intituler l'intervention de cet après-midi Fake news, mensonges et propagande. Voilà, on est autour de ces questions-là. Et donc, je vais laisser Roland nous en dire plus, notamment sur ce lien entre les fausses nouvelles, les fake news et la notion d'emprise. Eh bien, merci. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Ça va, on m'entend bien? C'est bon? Oui, bien. Alors, je veux d'abord remercier, bien sûr, donc l'école supérieure et européenne d'intervention sociale et Madame Valérie Wolf, qui, je dois dire, a commencé à ouvrir totalement l'exposé. Je me suis même dit à un moment donné, mais elle a tout dit. Je n'ai plus qu'à déplier à partir de ce qu'elle a commencé à dire. Et puis, bien sûr, je suis ravi de retrouver mes amis de l'Appel des Appels, donc en particulier Sylvain Le Drogo et mes amis Schauder, avec lesquels nous avons lancé cette étrange initiative fin 2008, début 2009, de manière, je le dire quand même, transprofessionnelle. C'est vrai que c'est parti des métiers du soin, donc en particulier du côté des psys, on va dire psychiatres, psychologues, etc., psychanalystes, mais aussi de manière beaucoup plus large, c'est-à-dire les journalistes, les philosophes, les travailleurs sociaux, je dirais les magistrats. Donc c'est, je dirais justement une initiative essentiellement transprofessionnelle, mettant en évidence, si vous voulez, que dans la civilisation qui est la nôtre aujourd'hui, la question qui se pose, c'est la question d'une conciliation entre deux logiques, une logique des finalités qui décrivent nos métiers, le soigner, éduquer, enseigner, juger, etc., chercher. Et puis, une autre logique qui est une logique, on va dire, de civilisation un peu néolibérale de ces métiers, qui fait intrusion
dans justement nos actes professionnels, jusqu'à transformer finalement nos métiers d'une manière qui produit des souffrances. Alors, on parle beaucoup de burn-out, de dépression, de perte de sens dans le métier, etc. Mais je crois que ça veut dire quelque chose d'extrêmement important. C'est-à-dire que nous sommes de plus en plus pris, si vous voulez, dans un quadrillage normatif des conduites qui fait que nous perdons justement la substance artisanale de nos métiers. Nous perdons ce qu'on appelle avec Charles Sylvestre et Bernard Lubin, des complices avec lesquels j'ai écrit un livre qui s'appelle Manifeste des ouvriers, nous perdons la dimension ouvrière de nos métiers en étant inclus dans des protocoles, en étant inclus, si vous voulez, dans des règles et des logiques qui n'améliorent pas du tout les services que l'on peut rendre, bien évidemment, à ce qu'on appelle abusivement les usagers, disons les citoyens pour aller vite, mais qui souvent, justement, nous placent dans ce que Sylvain a rappelé, c'est-à-dire une espèce de fabrique de servitude volontaire. Alors, la question, si vous voulez, des fake news, bon, on va dire donc des fausses nouvelles, hein, puisque on entend bien, je vois que ma femme me fait des signes, non, ça va, on entend bien, très bien. Bon, la question des... J'hallucine, la question des fausses nouvelles, n'est-ce pas, la question des mensonges, on en parlera en détail, fait partie, si vous voulez, des stratégies, pourrait-on dire, sociales et politiques qui conduisent à une manipulation de l'opinion pour amener les citoyens à s'inscrire dans une politique qui a été définie par les gouvernants, c'est-à-dire par les représentants, je dirais, des pouvoirs économiques et politiques dominants. Alors, le point sur lequel je voudrais insister, mais bon, on a dit que éventuellement je quitterai un petit peu le côté conférence pour qu'on puisse entrer dans le dialogue, mais je voudrais quand même vous donner un certain nombre d'éléments. Disons que mon souci, pour moi qui a une passion pour le langage depuis 50 ans, j'ai consacré mes 2 thèses de doctorat en question du langage, si vous voulez, on est aujourd'hui dans une dégradation de la fonction critique du langage. Et c'est ça qui est extrêmement important. Et cette dégradation de la fonction critique du langage, elle produit à la fois une altération de la capacité sociale et culturelle de construire une subjectivité. On peut se demander si effectivement, à l'époque de la vitesse, à l'époque de la marchandisation des conduites, à l'époque de la financiarisation des valeurs, on ne se trouve pas avec une nouvelle vision anthropologique de l'humain. Un homme réduit à la somme de ses comportements et qui fait que d'ailleurs, du coup, c'est moins la psychanalyse, la psychothérapie qui vont être prescrits pour prendre en charge les souffrances psychiques et toujours davantage des modes de rééducation comportementale. Et donc, à la limite, on se fout complètement de ce que le symptôme peut vouloir dire, de ce qu'il révèle de l'histoire du sujet, de ses histoires d'amour et de haine, et toujours davantage, on va, si vous voulez, le cadrer, pourrait-on dire, pour qu'il acquiert des réponses comportementales adaptées, quel que soit, encore une fois, par ailleurs, si vous voulez, ce qu'il peut en éprouver ou ce qu'il peut en révéler de son histoire. Et puis, bien sûr, cette dégradation de la fonction critique du langage, elle a un impact considérable sur la construction d'un espace politique. Et il ne faut pas oublier que la démocratie, comme disait Claude Lefort, qui est dans un livre majeur qui s'appelle L'invention de la démocratie, il ne faut pas oublier que la démocratie est quand même essentiellement la construction d'un espace dialogique dans lequel les citoyens peuvent s'opposer sans s'exterminer et ils peuvent s'opposer par le vecteur de la langue, du langage et de la parole. Et il ne faut pas oublier qu'à partir de ce moment-là, les solutions politiques propres à la démocratie, c'est qu'elles ne sont pas inscrites dans les textes sacrés, à contrario des théocraties, qu'elles ne sont pas, si vous voulez, inscrites dans les traditions dont les anciens seraient dépositaires, mais qu'elles résultent des débats qui vont avoir lieu dans la cité. Et donc aujourd'hui, effectivement, on peut se demander si la politique permet encore, si nous sommes encore toujours en démocratie. Personnellement, je ne pense pas. Je ne suis pas le seul d'ailleurs. Il y a pas mal de philosophes anglais notamment qui ont parlé de post-démocratie. Bon. Voilà. C'est ce que tu appelles la dégradation de la fonction critique de la parole. Oui. Alors, tout le monde ne sait pas ce que c'est que cette dégradation. Mais je vais y venir. Tu vois. Je sais que tu veux absolument qu'on passe très vite au dialogue, mais je ne lâcherai pas le morceau. Je prendrai au moins une demi-heure
pour dire d'abord ce que j'ai à dire. Tout le monde sait ce que c'est que la dégradation. Non, mais je veux dire, on va y venir justement à partir, si tu veux, de la question des fake news et à partir justement de la question de la manipulation sociale. Alors, je commencerai justement par deux citations. La première, une citation d'Albert Camus, qui est pour moi un de mes maîtres à penser. La critique du langage ne peut éluder ce fait que nos paroles nous engagent et que nous devons leur être fidèles. Mal nommer un objet, c'est ajouter au malheur de ce monde. Souvent, on cite Camus un peu rapidement, d'ailleurs, parce qu'on ne l'a pas lu, c'est en gros, mal nommer les choses ajoute au malheur du monde, c'est pas tout à fait ce qu'il a dit. Il précise, c'est le commentaire d'un texte de Brice Parin, qui était, si vous voulez, un philosophe du langage, dans un texte magnifique de Camus de 1944, Poésie 1944, où il précise, mal nommer un objet, c'est ajouter au malheur de ce monde. Et il ajoute, et là, c'est un point très important. Et justement, la grande misère humaine, c'est le mensonge. La grande tâche de l'homme est de ne pas servir le mensonge. Je crois que c'est un point qui est très important par rapport à ce que nous avons à dire. La deuxième citation, on va dire que on n'est plus là dans la dimension éthique. Ça va, je suis clair? Oui, ça va. Bon. On n'est plus dans la dimension éthique, qui est bien sûr propre à Camus. Hein. Vous souvenez-vous dans la peste, hein, lorsqu'il dit c'est quoi finalement faire son métier. Et Camus, qui parle par la bouche du docteur Rieu, dit c'est faire son métier, c'est ça l'honnêteté. Donc on est avec Camus à ce niveau-là. On va passer avec Hannah Arendt. Avec Hannah Arendt, on prend une dimension politique. Et elle précise, quand tout le monde vous ment en permanence, le résultat n'est pas que vous croyez ces mensonges, mais que plus personne ne croit plus rien. Un peuple qui ne peut plus rien croire ne peut se faire une opinion. Il est privé non seulement de sa capacité d'agir, mais aussi de sa capacité de penser et de juger. Et avec un tel peuple, vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc, souvent, on a mal compris ce que voulait dire justement Hannah Arendt par la banalité du mal, etc. Bon, ce qu'elle veut dire simplement, c'est que il y a, ça va, le mot est pas trop compliqué, là, il y a une consubstantialité entre la capacité de penser et la capacité de juger. C'est-à-dire que si vous n'avez pas les conditions sociales, culturelles, minimales qui vous permettent de penser, et on ne les a pas aujourd'hui, on ne les a pas. Eh bien, vous ne pouvez pas juger, donc vous ne pouvez pas vous inscrire dans un univers éthique et politique. C'est ça que ça veut dire. Et ce dont témoigne justement, si vous voulez, la floraison des fake news. Les fake news sont toujours, bien évidemment, l'homme a toujours partagé, comme dit Lacan, le pain du mensonge et celui de la vérité, n'est-ce pas? Bon, mais aujourd'hui, c'est une industrie. Et c'est une industrie qui vient en lieu et place, justement, du débat démocratique, c'est-à-dire de la politique. Donc, avec la première citation d'Albert Camus, assez fréquemment évoquée, si vous voulez, eh bien, donc, comme je vous l'ai dit, il commente les travaux d'un philosophe du langage et il soutient que la misère humaine n'est pas seulement économique ou sociale, elle est aussi linguistique et existentielle. C'est-à-dire que si en quelque sorte, vous mentez, si en quelque sorte vous vous laissez abuser par le mensonge, il y a, n'est-ce pas, une dégradation. Le mot, je crois, est ça. Il y a une dégradation des conditions d'existence, c'est-à-dire de penser et de juger. Donc, le langage doit être un lieu de vérité. C'est ça qui est important. Et le rapport que vous avez au langage, peut-être que la psychanalyse a à voir d'ailleurs avec ça, le rapport que vous avez au langage, il est en quelque sorte le vecteur par lequel, n'est-ce pas, vous entretenez un rapport avec votre propre vérité, que cette vérité soit subjective, celle de votre histoire, celle de vos particularités, si vous voulez, ou bien que cette vérité soit politique, c'est-à-dire de votre participation, encore une fois, à la cité. Je cite Camus. Il n'est pas sûr que notre époque ait manqué de Dieu. On lui en a proposé beaucoup, et le plus souvent bête ou lâche. Il semble bien au contraire qu'elle manque d'un dictionnaire. C'est une chose du moins qui paraît évidente à ceux qui espèrent pour ce monde, où tous les mots sont prostitués, une justice claire et une liberté sans équivoque. Donc, vous voyez, c'est ça la position de Camus, elle est extrêmement importante. Il précise, ce qui caractérise notre siècle, ce n'est peut-être pas tant d'avoir reconstruit le monde que d'avoir à le repenser. Cela revient à lui donner son langage. Et je crois que c'est très, très important, et c'est la raison pour laquelle je vous invite, en quelque sorte, à travailler cette question des industries du vide, comme disait Cornelius Castoriadis, que sont justement les organes d'information et de diffusion.
faute de cette exigence éthique à l'endroit du langage, eh ben, le langage se pervertit, il se pervertit en instrument de domination et d'aliénation, et c'est cela qui est en jeu avec la question des fake news. Alors, bon, je reviendrai dessus, mais pour faire, si vous voulez, pour faire simple, on va dire que, bien sûr, à quel moment, si vous voulez, pour les politiques, il a été important de tenir compte de l'opinion publique, on va dire, pour faire vite et simple, sous Richelieu. Donc, vous voyez, c'est une vieille histoire. Hein. Bon, et puis, bien sûr, comme vous le savez, il y a eu au XIXe siècle la presse, hein, ce qui fait dire à Hegel, par exemple, que, n'est-ce pas, la lecture du quotidien a remplacé la prière du matin. C'est-à-dire qu'en gros, si vous voulez, donc au XIXe siècle, on est dans ce registre-là. C'est-à-dire que je détache mon texte, hein, tu vois. Hein, bon, d'accord, bon, je le rassure en passant. Bon. Eh bien, en gros, ça veut dire que les individus étant arrachés à leur structure d'enracinement familial et social pour constituer, si vous voulez, l'organisation du village, l'organisation paysanne, l'organisation rurale et autres, ils sont lâchés dans la ville où effectivement, et je rejoins Madame Wolf, où effectivement, ils vont constituer après ce qu'on va appeler dans la deuxième moitié du XIXe siècle les masses, et c'est un point important parce que, si vous voulez, les régimes autoritaires sont inséparables de l'ère des masses, c'est ce point qui est extrêmement important, eh bien, il faut qu'ils puissent se repérer. Ils n'ont plus, si vous voulez, leur rapport familial ou de proximité sociale. Et comment ils peuvent se repérer? Eh bien, ils peuvent se repérer justement par les informations telles qu'elles vont être, entre autres, pas seulement, mais diffusées, si vous voulez, par la presse, par les journaux. Ça va, je suis clair. Avec le XXe siècle, on va avoir autre chose. C'est-à-dire que ça va prendre une dimension de propagande. Ça va prendre une dimension, si vous voulez, industrielle. Et Hitler va dire, par exemple, je ne sais pas si nous aurions pu faire ce que nous avons fait sans la radio. C'est que la radio va être un vecteur considérable, si vous voulez, de mainmise sur ces masses. Puisqu'il ne s'agit plus de s'adresser à un peuple, il ne s'agit plus de s'adresser à des citoyens, à des individus, il s'agit de s'adresser aux masses. Et aussi bien chez Hitler que chez Mussolini, chez Staline, si vous voulez, on a en quelque sorte cette adresse par les moyens de la communication. Alors, vous allez comprendre, n'est-ce pas, l'importance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bien sûr, on va y venir, mais aujourd'hui, on a beaucoup plus que la radio, n'est-ce pas? Aujourd'hui, on a plus que le cinéma. On va dire que, par exemple, Goebbels a très vite compris l'intérêt qu'il pouvait trouver à utiliser le cinéma pour la propagande hitlérienne. Ça va? C'est clair. Bon. Aujourd'hui, on n'a plus Goebbels, on a Elon Musk. C'est-à-dire que, n'est-ce pas, Elon Musk est à Trump ce que Goebbels était à Hitler. C'est-à-dire qu'on a les plateformes, on a les réseaux sociaux, on a en quelque sorte tout et n'importe quoi sur X. C'est-à-dire que, en gros, vous êtes désorganisé par la multiplication d'informations qui tendent à produire une infobésité où vous ne pouvez absolument plus distinguer le vrai du faux. Alors, j'y reviendrai tout à l'heure, mais il faut savoir que dans tout ce qui est, si vous voulez, diffusion d'informations sur les réseaux, sur les plateformes, il faut savoir que ce qui est gagnant, c'est pas l'information vérifiée dans son exactitude, c'est au contraire la fausse information. Celle qui touche le plus de monde, celle qui a le plus d'impact, celle qui est vue le plus, c'est, bien sûr, la fausse information, la fausse nouvelle. C'est ça qui est important. Mais on va y revenir. Alors, je reviens quand même à mon topo. La deuxième citation, celle d'Hannah Arendt. Elle dit quoi? Elle dit que la capacité de mentir, c'est-à-dire la négation délibérée de la réalité, la possibilité de modifier les faits, ont des conséquences politiques considérables. Puisque ça veut dire quoi? On le voit d'ailleurs à l'heure actuelle, avec ce qui est en train de se passer. Ça veut dire que ça plonge les individus dans le chaos. Si vous ne savez plus ce qui est vrai, ce qui est faux, si vous ne savez plus où est le nord, où est le sud, si vous ne savez plus, si vous voulez, si c'est l'Ukraine qui a envahi la Russie ou la Russie qui a envahi l'Ukraine, si c'est Poutine ou Zelensky, etc., si vous ne savez plus, vous êtes dans le chaos. Vous êtes dans le chaos. Or, Hannah Arendt a une formule qui va sans doute vous parler, n'est-ce pas? Elle rappelle qu'un jour, on demande à Clémenceau, bon, homme politique célèbre, comme vous savez, on demande à Clémenceau, mais la Première Guerre mondiale, finalement, elle a été produite par qui? C'est la faute à qui?
Est-ce que c'est la faute à l'Allemagne? Est-ce que c'est la faute à la France, à la Belgique? Est-ce que c'est la faute donc à la Triple Alliance ou est-ce que c'est la faute à la Triple Entente? Enfin, quel est le belligérant responsable de cette grande boucherie que fut en quelque sorte la Première Guerre mondiale? Clémenceau répond aux journalistes, écoutez, c'est très difficile, je ne peux pas vous dire, je ne peux pas répondre à une telle question, mais je peux au moins vous dire quelque chose de vrai. C'est que ça n'est pas la Belgique qui a envahi l'Allemagne. Il part, si vous voulez, d'un élément que vous connaissez, c'est-à-dire qu'en gros, ce sont bien les Allemands qui ont envahi la Belgique, ça c'est incontestable, et ce n'est pas la Belgique qui a envahi l'Allemagne. Vous voyez, mais si on circule sur des réseaux, en quelque sorte, n'est-ce pas, on va y revenir, mais où par exemple, la conseillère, la porte-parole de Trump lors du premier discours d'investiture, n'est-ce pas, elle dit, quand Trump a commencé à parler, la pluie s'est arrêtée, le soleil est arrivé. À ce moment-là, les journalistes disent, mais nous, on a les photos, c'est pas vrai. Elle dit, oui, mais j'ai droit à la réalité alternative. Alors, la réalité alternative, ça veut dire quoi, mes chers amis? Ça veut dire qu'on nous fait vivre dans un monde psychotique. Parce qu'effectivement, la construction des délirance n'est rien d'autre que la tentative, n'est-ce pas, de restituer une réalité sur un mode hallucinatoire. Et donc, si vous voulez, c'est à ça aujourd'hui que nous avons affaire. Voilà, donc en quelque sorte, n'est-ce pas, les sujets humains aujourd'hui se trouvent plongés dans un chaos tel que, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, ils vont en appeler au tyran. Ils vont en appeler, si vous voulez, à ce personnage autoritaire d'un dieu qui va soutenir les étoiles et qui va donc leur permettre, en quelque sorte, de s'orienter. Et donc, nous avons aujourd'hui les conditions sociales et culturelles, n'est-ce pas, d'un recours, et je pèse mes mots, à la tyrannie. D'un recours à la tyrannie. Alors après, savoir si elle va être fasciste ou pas, moi, je vous dirais oui. J'ai écrit des papiers là-dessus. Pour moi, n'est-ce pas, l'émergence d'un technofascisme est ce qu'il y a de plus probable. Ça ne va pas être un fascisme, n'est-ce pas, à la Mussolini ou à la Hitler, n'est-ce pas, mais ça va être un autre type de fascisme qui va passer notamment par la capture technique des comportements des citoyens et par la prescription des conduites qu'ils doivent adopter. Donc, vous voyez, ce qui est aussi très important dans ce que nous dit aussi Hannah Arendt, elle nous dit, mais de toute façon, le mensonge, c'est plus facile que la vérité pour manipuler les poules. Pourquoi? Parce que, justement, le menteur, il sait ce qu'il a à dire et son discours est très cohérent. Il n'y a pas d'imperfection, il n'y a pas de contradiction. Et il fait l'impasse sur l'imprévu, c'est-à-dire sur le devenir. Or, le propre du politique, et en particulier du politique démocratique, le propre du politique, c'est en quelque sorte, n'est-ce pas, l'attente d'un infini inattendu, d'un élément imprévisible. Sinon, on se répète. Vous voyez? Or, avec, bien sûr, on va dire le spécialiste de la com, le spécialiste des relations publiques, tout est bien phagocyté. Alors, donc, j'ai déjà dit un mot, je vais encore un petit peu continuer, mais il faut bien voir que, si vous voulez, ce qui va aussi apparaître dans la deuxième moitié du XIXe siècle, c'est, d'une certaine manière, la transformation consumériste de l'information. C'est-à-dire que c'est pas seulement, si vous voulez, l'information n'est pas simplement là comme stratégie politique de manipulation des masses en leur donnant une réalité alternative à laquelle nous souhaitons qu'elles adhèrent afin de pouvoir les manipuler, elle est aussi le fait que les industries du vide, comme dit Cornelius Castoriadis, n'est-ce pas, les industries du vide, elles sont inspirées par les logiques de la publicité. Par les logiques de la publicité. C'est-à-dire qu'il va y avoir une marchandisation de l'information. C'est-à-dire que les spécialistes des relations publiques que va, par exemple, n'est-ce pas, embaucher le Pentagone au moment de la guerre du Vietnam, c'est l'exemple que va donner Hannah Arendt, mais au moment aussi de toutes les élections, bien évidemment, présidentielles, législatives, etc., on est dans, on va dire, une promotion publicitaire où il s'agit de vendre, en quelque sorte, les candidats comme on vend un produit de lessive, c'est-à-dire pour acquérir le maximum de parts de l'opinion publique. Et c'est un point très important. Alors, je reviendrai aussi sur ce point. On le voit très bien, n'est-ce pas, comment,
après, c'est pour ça que j'ai essayé de le faire, je l'ai fait un peu vite, mais c'est pas comment on passe du 17e au 19e au 20e et au 21e. Aujourd'hui, bien sûr, avec les nouvelles technologies, vous imaginez la puissance des réseaux sociaux, la puissance du réseau X. Elon Musk, qui avait d'abord déclaré souhaiter que sa plateforme X, Twitter, comme vous savez, soit politiquement neutre, s'est activement engagé dans la candidature de Donald Trump. Il a publié des milliers de messages politiques, vus des milliards de fois sur le net, nourris du langage de l'extrême droite, vous le savez, en faveur, dans la guerre, du Kremlin contre l'Ukraine. Il a créé et financé des comités d'action politique destinés à aider la campagne de Trump. Il a utilisé des messages micro-ciblés. Et ça, il faut voir que ça, c'est très, très important, parce que, si vous voulez, ça a déterminé le Brexit, ça a déterminé l'élection d'Obama, ça a déterminé l'élection du bon 5 étoiles, ça a déterminé l'élection de Macron, et ça a déterminé la victoire de Trump dernièrement. C'est-à-dire que, par exemple, il a utilisé des messages micro-ciblés. Ça veut dire que, concernant Kamala Harris, il a envoyé, à partir de l'analyse des données par l'intelligence artificielle des populations, il a sélectionné les contenus des messages publicitaires, n'est-ce pas, en fonction des profils des populations ciblées. Donc, il a adressé des messages politiques publicitaires présentant Kamala Harris comme proche d'Israël dans les régions du Michigan où la population musulmane est importante, et il a envoyé des messages, n'est-ce pas, micro-ciblés, si vous voulez, comme en présentant Kamala Harris comme antisémite et pro-Hamas dans les régions de Pennsylvanie, où il y a une forte propension à la communauté juive. Oui, donc c'est comme ça qu'on fait. Et le Brexit, ça a marché comme ça. C'est que le Brexit, si vous voulez, il y avait ceux des Anglais qui pensaient que l'Europe, il y avait trop de règles, il y avait trop de normes. Et puis il y avait ceux qui pensaient que l'Europe ne protégeait pas assez. Et ben donc en fonction des catégories de population, on leur a envoyé des messages différents, en disant qu'effectivement, il y avait trop de normes et qu'on allait enlever les normes si on sortait de l'Europe, etc. Et puis les autres, au contraire, on va dire, oui, mais il n'y a pas assez de protection sociale, donc on va vous mettre beaucoup plus de protection sociale si on sort de l'Europe. Oui, ça c'est très important. Donc vous vous rendez bien compte qu'à partir de ce moment-là, il n'y a pas de débat politique. Il n'y a pas d'échange politique. Il s'agit en quelque sorte de prescrire des comportements en fonction de messages qui ne sont rien d'autre que le retour à l'envoyeur de ce qu'on suppose être ce qu'il attend. Donc, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans une logique consumériste, c'est ça qui est extrêmement important, et donc de manipulation sociale. On est vraiment dans, si vous voulez, le fétichisme de la marchandise, tel que Marx, bien sûr, l'a décrit. Alors, c'est d'autant plus important, et Valérie Wolf l'a très bien dit au début, c'est pour ça que je pensais que j'avais quasiment plus rien à dire, eh bien, très bien, c'est que, si vous voulez, c'est bien là où on voit bien qu'il s'agit de s'adresser non pas à un citoyen, il s'agit de s'adresser à la masse, et cette masse de la découper en fonction des données quantitatives que l'on a, n'est-ce pas, par l'analyse, n'est-ce pas, si vous voulez, de l'intelligence artificielle. Ça va, je suis assez simple. Bon. Et pour ça, il faut que ça aille très vite. C'était une des conditions de la démocratie, c'est qu'il nous faut du temps pour se parler. Il faut du temps pour penser, il faut du temps pour échanger, il faut du temps, en quelque sorte, pour argumenter. Or, le principe même des plateformes, c'est qu'il faut aller très vite, et envoyer beaucoup. C'est-à-dire qu'il faut divertir de l'attention. Et en gros, si vous voulez, la fausse nouvelle, elle joue essentiellement sur un divertissement de l'économie de l'attention. On va donner de la Ritaline à ces pauvres enfants que l'on affuble de ce diagnostic idiot de trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité, sans se rendre compte que c'est notre société qui souffre, n'est-ce pas, d'un trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité. Et que ce trouble de l'attention, justement, il est exactement, si vous voulez, l'altération des conditions mêmes de la pensée, du jugement et donc du choix politique. Alors, fausses nouvelles et propagande ont une longue histoire, bien sûr, et je vais maintenant, et après on pourra peut-être dialoguer, mais je vais maintenant, n'est-ce pas, partir de choses un peu anciennes, mais qui valent le coup, parce que je fais référence à quelqu'un que j'admire énormément, qui s'appelle Marc Bloch, qui est un historien, et qui a écrit un petit récit en 1921, Réflexion d'un historien sur les fausses nouvelles de la guerre. Vous voyez, les fake news,
ça ne date pas d'aujourd'hui. Hein. Et ce qui est triste avec l'Europe, j'espère que ça va changer, c'est que pour finalement redécouvrir ce qu'elle a inventé, il faut que ça revienne par les États-Unis. Bon. Et donc maintenant, on parle de fake news, alors qu'en 1921, on avait un historien français génial qui s'appelait Marc Bloch et qui a quasiment tout dit, et notamment cette phrase que je vous donne: la fausse nouvelle est le miroir où la conscience collective contemple ses propres traits. Alors, ce qui est intéressant avec, si vous voulez, justement, Marc Bloch, c'est qu'il montre, surtout je vais faire vite, on va passer très vite sur la question des mensonges, mais vous allez rapidement, je vous donne juste un exemple. Par exemple, moi, ce qui m'a étonné, c'est de voir que les officiers qui étaient chargés du renseignement et qui étaient en quelque sorte sollicités, je vais passer sollicités par les autorités militaires pour pouvoir avoir des informations sur les atrocités qui étaient commises par les ennemis. On leur disait, en gros, c'est ça magnifique, c'est lors de la Première Guerre mondiale. Hein, bon, on leur disait qu'en gros, je cite, la stricte exactitude des faits n'est pas essentielle du moment que ceux-ci ont une certaine probabilité. Donc, en gros, vous pouvez faire remonter toutes les saloperies qu'a fait l'ennemi, que ça soit vrai ou pas, on s'en fout, pourvu que ce soit vraisemblable. C'est quand même extraordinaire, n'est-ce pas, de voir, n'est-ce pas, une circulaire militaire disant cela, c'est aussi. Bon, donc je passe là-dessus. Bon, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais je vais laisser, je suspends une minute, Marc Bloch, pour vous donner encore quelques exemples de ce côté-là, où là, on est vraiment dans le mensonge. Hein. Bon. Au moment de la première guerre du Golfe en 1990, il y a eu un truc génial. La guerre du Golfe de 1990, si vous voulez, ça fait basculer l'ère des fake news. Pourquoi ? Parce que les Américains ont verrouillé l'accès des journalistes sur le terrain des opérations militaires. Et ils ont organisé à ce moment-là, n'est-ce pas, des rencontres soi-disant confidentielles. Elles n'étaient pas confidentielles, les journalistes étaient totalement manipulés. Donc justement, on leur disait, je te donne l'information à toi. N'est-ce pas ? Pourquoi ? Parce qu'il y a une concurrence des journalistes. C'est-à-dire que le premier qui l'a dit, c'est le premier qui a gagné. C'est-à-dire que vous voyez que le modèle néolibéral de compétition, de concurrence, participe aussi, bien évidemment, de l'altération de la qualité de l'information et de son exactitude. Ça va ? Je suis assez clair ? Je suis toujours clair, M. Schröder ? Ça va ? Bon. Donc, eh bien, si vous voulez, dans ce cas-là, par exemple, pour vous donner un exemple, eh bien, à un moment donné, donc les journalistes sont tributaires des images qui sont fournies par l'armée, ils sont tributaires des informations qui sont fournies par l'armée, on les rassemble, on leur dit donc, bon, etc. Et eux, ils transmettent, parce qu'il faut bien qu'ils fassent leur boulot, ils ne peuvent pas accéder sur le terrain, ils ne peuvent pas avoir directement les infos. Alors, par exemple, pour vous donner, n'est-ce pas, cette recherche, parce qu'il faut bien voir que le propre des fake news, c'est aussi de jouer sur l'émotion, sur la sensation. C'est pas une information qui vous sert pour penser, pour décider. Ça doit vous provoquer une émotion. Alors, par exemple, il y a un truc qui est assez extraordinaire que je vais vous indiquer. Mais à un moment donné, Radio Bagdad accuse les Américains d'avoir bombardé des pétroliers et généré une marée noire. Donc, bien sûr, ouais, bon. Alors, les Américains démentent et ils accusent à leur tour Bagdad d'avoir provoqué délibérément une marée noire. Et ils les accusent de terrorisme écologique. Ils disent en gros, nous on n'a rien fait, mais c'est eux qui ont coulé leur bateau pour justement nous accuser de les avoir bombardés. Et ils donnent une preuve de marée noire, ils montrent, n'est-ce pas, une image qui est diffusée partout par les journalistes, n'est-ce pas, et une image d'un cormoran recouvert, la pauvre bête, de pétrole. Sauf que quand même, certains journalistes ont l'idée d'aller vérifier, et cette image du cormoran, elle provenait d'une marée noire qui avait eu lieu en Bretagne 20 ou 30 ans avant. Oui, bon. Donc, vous voyez, en quelque sorte, ça veut dire quoi ? Ce qui est très important à comprendre, on est en 1990, qu'il y a quelque chose qui bascule, je vous le garantis. C'est-à-dire qu'en gros, ce qui est important, c'est de se servir de l'information par le jeu hollywoodien de fabriquer en quelque sorte une réalité alternative qui puisse amener l'opinion à accepter ce qu'on a déjà décidé de faire. Et Roland, sur la question des images, du coup,
Tu évoques ça aussi dans le livre, hein. Tu nous dis que les images sont souvent enfermantes, plus enfermantes en tout cas que le récit. Oui, alors, je veux quand même un petit peu avancer. J'ai bien compris que Claude et toi, vous êtes absolument décidés à me couper la parole, mais je ne me laisserai pas faire, n'est-ce pas? Mais sauf pour dire que, oui, mais pour une raison relativement simple, c'est que l'image produit une émotion, une sensation, elle n'est pas une invitation à débattre. Ça va? Je suis clair? Alors, plus récemment, par exemple, si vous voulez, le point quand même que je voudrais dire là-dessus, c'est qu'après avoir été transformé en marchandise, l'information est transformée en arme de guerre. C'est-à-dire, en gros, il faut amener l'opinion à accepter les décisions déjà prises, et en quelque sorte, il y a la guerre sur le théâtre des opérations militaires, et il y a la guerre aussi des images. Oui, il y a la guerre des informations, et ça en fait partie. Il y a l'opinion publique, et l'opinion publique mondiale. C'est ça qui est important. Alors, je vous la fais courte, mais n'est-ce pas, il y a quand même une phrase de Jean Baudrillard, philosophe célèbre, qui dit que la guerre du Golfe a assuré le triomphe du virtuel sur le réel. C'est un point important par rapport à ta question. Alors, plus récemment, après le 7 octobre 2023, le déferlement des violences terroristes du Hamas et la brutale riposte militaire israélienne à Gaza ont donné lieu aussi à un déferlement médiatique d'une ampleur sans égale. Je ne vais pas entrer là dans le détail, mais si vous voulez, il faut voir que les plateformes ont diffusé énormément d'images, énormément d'informations qui étaient totalement fausses. Par exemple, comme l'écrit notamment sur X, encore une fois, bien sûr, puisque, comme vous le savez, n'est-ce pas, Elon Musk est le plus grand menteur au monde, eh bien, sur X, par exemple, comme l'écrit David Colomb, selon une étude de NewsGuard, entre le 7 et le 14 octobre 2023, sur X, 74% des affirmations fausses ou sans fondement les plus virales liées à la guerre entre Israël et le Hamas proviennent d'utilisateurs qui bénéficient de ce qu'on appelle une certification payante. C'est-à-dire qu'on ne contrôle pas, si vous voulez un échange d'argent, on ne contrôle pas l'information qu'ils donnent. Et les 10 fausses informations les plus vraies, virales sur X, ont été vues plus de 100 millions de fois en une semaine seulement. Et bien sûr, après avoir été sur X, elles sont propagées sur d'autres plateformes comme TikTok et Instagram. Donc, je ne sais pas si vous voyez en quelque sorte, n'est-ce pas, l'invasion de ces informations. Alors, il faut déjà, je fais vite pour qu'on puisse effectivement débattre, il faut voir que, si vous voulez, il y a à la fois beaucoup d'émotions, il y a à la fois peu de possibilités, bien sûr, de débat, et il y a en même temps, paradoxalement, une espèce de désincarnation du monde. C'est-à-dire que, si vous voulez, on est propre de l'information, et ça, Deleuze nous l'avait appris, n'est-ce pas, propre de l'information, c'est que, en quelque sorte, elle n'est pas là pour qu'on en parle. L'information, elle est le vecteur d'une société de contrôle qui est chargée de prescrire des conduites et des comportements. Et Deleuze a une très belle phrase, il dit en gros, communiquer, tout le monde le sait, dit-il, c'est une manière de donner des ordres. Donc communiquer, c'est pas fait pour qu'on en parle. Vous voyez la différence. Donc, on va dire, et d'ailleurs il a une phrase assez extraordinaire, il dit, en gros c'est le propre du dictateur, et il dit, avec son ordinateur, il dit l'ordinateur c'est l'ami du dictateur. Et donc effectivement, non seulement on est projeté, ça va, je suis clair, ça va, bon, on est projeté dans des réalités alternatives, mais des réalités alternatives qui sont désincarnées quelque part. C'est-à-dire qu'elles provoquent des émotions, mais elles ne passent pas par un vecteur charnel d'empathie, de sympathie, d'échange. Ça, c'est un point aussi extrêmement important. Alors, je reviens sur Marc Bloch parce que je voulais vous en parler tout à l'heure et puis je suis reparti sur autre chose. Donc, je vous donne 2 exemples de Marc Bloch qui valent le coup quand même. Marc Bloch, dans ses réflexions de 1921, il prend 2 exemples. Le premier exemple, c'est un exemple, si vous voulez, lorsque l'armée allemande envahit la Belgique. Et les soldats allemands constatent l'existence sur les façades des maisons belges d'ouverture. C'est une tradition en Belgique. Ça sert, si vous voulez, pour faire des travaux, ça fait partie du patrimoine architectural d'avoir des espèces d'ouvertures de meurtrières sur les façades des maisons. Sauf que les soldats allemands, on leur a dit, les Belges, c'est des salopards, ils détestent le peuple allemand, ils essaient d'empoisonner, etc. Et donc, pour les Allemands,
n'est-ce pas, ces ouvertures, ça devient des meurtrières par lesquelles on va les tirer. Et donc, ces maisons qui se présentent comme ça, que font les soldats allemands? Eh bien, ils vont les brûler. Ils vont au passage tuer les habitants, violer les femmes, bien évidemment. Ça fait partie des habitudes, n'est-ce pas? Et donc, si vous voulez, une fois qu'ils ont fait ça, allez leur expliquer que ça fait partie du patrimoine architectural. Comment voulez-vous qu'ils se justifient à leurs propres yeux d'avoir tué des gens, les avoir violés et les avoir brûlés? Ils sont bien obligés de donner une consistance à leurs actes. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, n'est-ce pas, dans ce que les psychologues sociaux appellent parfois la dissonance cognitive, ils sont obligés, si vous voulez, de mettre en accord leur représentation avec les comportements qui ont été les leurs. Toutes les armées du monde fonctionnent comme ça. Et alors, une fois qu'une armée a accompli ce type d'atrocité, les soldats qui la composent sont obligés d'en rajouter et de poursuivre sur cette lancée pour pouvoir donner une consistance au comportement qui a été les leurs. Ça va? J'ai été clair? Bon. Deuxième exemple qui est apporté, si vous voulez, par Marc Bloch, qui est une très grande finesse, une fois encore, n'est-ce pas? Lorsque, en 1914, n'est-ce pas, vous le savez, les premiers combats militaires entre l'armée française et l'armée allemande donnent de l'avantage incontestable aux Allemands, et c'est absolument intolérable pour les Français, qui ne peuvent pas expliquer la défaite de leurs armées, et qui se disent « mais on doit avoir des traîtres parmi nous, ou alors les Allemands ont dû disperser des espions un peu partout pour pouvoir ensuite nous baiser, pour aller vite. » Bon. Alors, il se trouve que des soldats français reçoivent à un moment donné une mission de capturer un Allemand pour obtenir des renseignements, mais des renseignements sur l'état si vous voulez, de position donc de l'armée allemande. Et ils arrivent à attraper une brave sentinelle, comme dit Marc Bloch, d'un âge déjà très avancé, civil bourgeois installé dans la vieille ville de Brême, et bien sûr, le mec, tout de suite, donne tous les renseignements qu'on veut, et les Français, très gentiment, le relâchent. Les choses auraient pu en rester là, n'est-ce pas, s'ils ne s'étaient pas mêlés, justement, n'est-ce pas, on va dire la sorcière de l'imagination, et bien sûr la rumeur. Et ça, c'est un point très important aussi. Pour ça, il faut voir qu'il n'y a que... Aujourd'hui, on a basculé dans quelque chose qui est, encore une fois, organisé industriellement. Mais c'est à partir de quelque chose qui existe, ça va, je suis clair, qui existe ailleurs, n'est-ce pas? Et donc, en quelque sorte, certains auditeurs de l'interrogatoire, qui connaissaient mal la géographie et sans doute également l'énonciation linguistique, confondent Brême et Bresne. Bresne était le village situé à quelques kilomètres de là où se trouvaient justement les Français. Et ces ignorants de la géographie, insensibles à l'exactitude des sons prononcés, favorisent malgré eux une légende. Le soldat capturé devint dans la légende rapidement propagé un marchand qui avait tenu boutique à Bresne, et non pas à Brême, d'accord? Preuve vivante que les Allemands avaient essaimé depuis des années des espions sur les territoires français pour préparer la guerre, et que donc ils étaient bien capables de toutes les saloperies, quoi, hein. Bon. Et ainsi se vérifiait davantage que les premières défaites n'étaient pas dues à nos erreurs, mais à l'espionnage allemand. Et donc on retrouve ici la manière dont les patients schizophrènes peuvent construire dans leur délire, et par l'appareil du langage, une machine à influencer pour expliquer ce qui se produit dans leur corps ou dans leur vie. Les collectivités font de même parce qu'elles se trouvent en présence de situations instables ou violentes, sous l'emprise d'émotions intenses qu'elles tentent d'expliquer. Et donc à ce moment-là, je citerai Marc Bloch, une fausse nouvelle n'est toujours de représentation collective qui préexiste à sa naissance. Elle n'est fortuite qu'en apparence, ou plus précisément, tout ce qu'il y a de fortuit en elle, c'est l'incident initial, absolument quelconque, qui déclenche le travail des imaginations. Mais cette mise en branle n'a lieu que parce que les imaginations sont déjà préparées et fermentent sourdement. Donc, si vous avez bien compris, n'est-ce pas, ce que j'ai essayé de balbutier sans doute maladroitement, vous avez là, en quelque sorte, de manière artisanale, la façon dont se construit une légende, on se construit, n'est-ce pas, une fausse nouvelle, et ensuite, on bascule dans ce que j'ai dit avant, que je reprends, qui est, si vous voulez, l'industrialisation. On n'est plus dans le traficotage artisanal, on est dans l'industrialisation, c'est-à-dire la propagande publicitaire et promotionnelle des médias qui s'adressent aux masses, pour pouvoir, encore une fois, les manipuler. Alors,
je crois qu'on peut peut-être, si vous le souhaitez maintenant, échanger. Je ne sais pas si je ne vais pas essayer de vous trouver encore peut-être un exemple. Bon, ça viendra, mais encore une fois, vous n'imaginez pas, et ça a été dit tout à l'heure par Valérie Wolf, vous n'imaginez pas le nombre. Alors, ça a été évident, par exemple, pendant l'épidémie de Covid. Vous voyez, le nombre, si vous voulez, de fausses nouvelles qu'on va faire circuler. Et ce qu'il faut voir, c'est ce point-là, et après, je suis d'accord pour discuter. Enfin, eh bien, il faut voir que, en gros, l'autorité, par exemple, l'autorité n'était pas donnée par une logique de reconnaissance des pairs, c'est-à-dire les meilleurs médecins, les meilleurs épidémiologistes, c'était les médecins de la télé. Et donc, c'est ça qui est extrêmement important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous voulez, ce point est essentiel. Il y a, Bourdieu l'avait parfaitement montré, il y a une espèce de heurt, de guerre, pourrait-on dire, entre une logique qui se fonde sur la reconnaissance de la qualité scientifique ou sociale ou éthique des gens entre eux, voyez, et une reconnaissance sociale qui se fonde sur, on va dire, la médiatisation des individus. Donc, l'épidémiologiste de la télé, c'est le meilleur. Manque de bol, ses collègues considèrent que c'est un charlatan. Mais bon, c'est la télé qui gagne. Et ça, c'est extrêmement important. Et c'est, si vous voulez, ces industries du vide, comme on les appelle justement Cornelius Castoriadis, qui domine aujourd'hui. Et il faut voir que c'est dans une civilisation des mœurs, dans une culture, on en parlera peut-être tout à l'heure à Kléber, mais qui joue essentiellement sur la vitesse, si vous voulez, sur l'importance des réactions, et pas du tout, si vous voulez, sur le travail, on va dire, du métier de journaliste. Aujourd'hui, le métier des journalistes, il est complètement bousculé, écrasé par les exigences de la logique d'audimat. Et que ce qui compte pour un journaliste, c'est pas d'avoir éveillé, d'avoir formé en quelque sorte un citoyen par une émission. Ce qui compte, c'est le nombre, n'est-ce pas, d'auditeurs, le nombre de spectateurs, le nombre de lecteurs, le nombre d'émissions podcastées, le nombre de commentaires, même si c'est pour dire, n'est-ce pas, vous passez à la radio, n'est-ce pas, vous avez un paquet de commentaires, Gori est un sale con, d'ailleurs, j'en ai eu un récemment. D'ailleurs, ma fille, elle l'a eu en cours, c'est vraiment un sale con, etc. Bon, on s'en fout, ça fait un commentaire. Donc, ça fait un truc en plus, quoi. Vous voyez, et ça, c'est très, très important. Et donc, vous vous rendez bien compte qu'à partir de ce moment-là, cette espèce on va dire, de financiarisation, d'abstraction, de quantification, fait que tout se passe comme si la qualité, n'est-ce pas, d'une émission ou d'un article, même scientifique, n'était qu'une propriété émergente de la quantité de gens qu'il arrive à convaincre. Donc, c'est là où aujourd'hui, on a perdu les limites des différents champs sur lesquels, d'ailleurs, Pierre Bourdieu a beaucoup insisté. En principe, on devrait avoir des logiques, des spécificités, des particularités, des exigences différentes d'un champ à l'autre. Aujourd'hui, tout est mélangé. On va aux questions, c'est ça ? On va peut-être proposer quelques commentaires, quelques échanges, et ensuite on fera circuler le micro si vous avez des réactions aussi ou des questions par rapport aux propos de Roland Gori. Là, il a été question à l'instant, Roland, de la période du Covid. Période du Covid qui a accéléré un certain nombre de choses sur le plan des outils numériques, de la façon de communiquer, avec des outils avec des plus-values assez formidables et qui permettent parfois de dépasser les frontières, dépasser les distances, mais effectivement, ce que tu évoques dans le livre, avec le risque en termes de communication, mais aussi de management et de gouvernement, le risque de désincarner, d'être dans une relation qui est désincarnée. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus ? Et c'est vrai qu'il y a une phrase dans le livre où tu évoques, je le cite, le fait que la machine numérique n'est plus seulement un moyen, mais finalement ça devient une fin, ça devient une finalité politique, nous dis-tu.
Oui, il est absolument évident. Ça fait partie d'ailleurs justement du problème des réalités alternatives, des réalités virtuelles. C'est que déjà, si vous voulez, l'évocation de chiffres. Quand on vous dit, je sais pas, 1200 personnes atrocement tuées par le Hamas dans les kibboutz en Israël, 1200 personnes, c'est un chiffre. C'est-à-dire que vous ne représentez pas ce que peut être pour chaque personne les atrocités qu'elle a subies. Quand on vous dit des milliers d'enfants gazaouis bombardés dans un hôpital, etc., c'est un chiffre. Vous ne vous représentez pas. Ou alors vous allez être pris dans des images qui produisent une sidération, qui produisent un chaos d'émotions, mais pas. C'est pas la même chose que quand vous assistez, n'est-ce pas, quand vous assistez à un événement, fut-il accidentel, où vous avez un blessé, un mort, etc. Je ne sais pas si je suis clair. Donc on est de toute façon dans un univers où nous perdons le monde concret et charnel au profit du numérique et au profit de l'algorithme, pour aller vite. C'était déjà inscrit chez Marx, quand Marx dit par exemple, il ne faut pas dire qu'une heure de travail d'un homme vaut une autre heure de travail d'un autre homme, il faut dire qu'un homme d'une heure vaut un autre homme d'une heure, le temps est tout, l'homme n'est plus rien, il n'est plus que la carcasse du temps, jour après jour, la quantité décide pour la qualité. Donc, si vous voulez, c'est un point qui est extrêmement important. Et aujourd'hui, je donne souvent cet exemple, mais aujourd'hui, nous sommes tellement plongés, si vous voulez, dans un monde désincarné, qu'une des grandes pathologies nihilistes, si j'ose dire, auxquelles nous nous trouvons confrontés, ça va être par exemple ce qu'on appelle les hikikomori, plusieurs centaines de milliers au Japon, en Europe aussi, aux États-Unis, qui sont souvent de jeunes hommes qui non seulement ne sortent plus, n'est-ce pas, de leur maison, ne sortent plus de leur chambre, mais ne sortent plus de leur écran. Et pour qui le monde se résume en quelque sorte à des ombres algorithmiques, à des ombres numériques. Et lorsque, finalement, ça peut être horrible, mais lorsqu'ils vont dans la rue tuer quelqu'un, c'est une tentative de réincarnation de la réalité désincarnée dans laquelle ils ont vécu. On est dans quelque chose qui est l'ordre du passage à l'acte psychotique, ou comme vous le savez, n'est-ce pas, les schizophrènes, non, Freud disait, n'est-ce pas, que ils ont lâché en quelque sorte la proie pour l'ombre des mots, n'est-ce pas, pour l'investissement du signifiant, pour aller vite, n'est-ce pas. Eh bien, parfois, dans une psychothérapie, vont agresser le thérapeute, et de manière tout à fait paradoxale, c'est souvent dans un moment de promotion, on va dire, de développement thérapeutique, où ils vont pouvoir s'identifier à l'image corporelle projetée sur l'autre. Je ne sais pas si je suis clair. C'est-à-dire qu'en gros, tant qu'ils vivent dans le monde des ombres, et puis quand finalement la thérapie avance un peu, ils se mettent à agresser l'autre, ce qui est une façon de le faire exister. Bon, il y a de meilleures façons de faire exister les autres. On peut avoir des rapports érotiques avec eux. Bon, mais non, mais là, n'est-ce pas, vous voyez, mais c'est une tentative de faire exister. Bon, allez vite, je ne sais pas si je suis clair. Et c'est ça le danger majeur, justement, de ce monde des ombres. C'est que d'une certaine manière, il nous met dans le désir de pouvoir se réapproprier la réalité qui peut passer par le truchement, n'est-ce pas, de la destruction, de la violence. C'est-à-dire qu'on l'a chez Lacan, on l'a chez Winnicott, on l'a chez Freud d'une certaine manière, on l'a chez bien des analystes, n'est-ce pas. La violence, c'est terrible, bien évidemment, mais elle est parfois une tentative de guérir d'une certaine manière de la destruction d'une subjectivité. Claude Chaudet, une remarque, question? Non. On peut peut-être faire circuler le micro si vous avez des remarques ou des éléments de la présentation de Roland Gori qui vous ont interpellé ou sur lesquels on peut revenir. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Bonjour. Ouais, c'est bon.
Quand vous parliez du coup notamment des fake news, qu'on n'a plus le terreau pour penser et réfléchir, je voulais savoir depuis quand vous pensez qu'on n'a plus ce terreau pour réfléchir? Si vous voulez, je pense que c'est bien évidemment progressif historiquement et que, si vous voulez, c'est une tendance, mais que là encore, il faut nuancer. C'est-à-dire qu'il y a toujours, en quelque sorte, une tentative de résister aussi à la tendance principale dans laquelle on est entraîné. Mais comme je vous l'ai dit un peu tout à l'heure, je pense que c'est quand même, on va dire, la deuxième moitié du XXe siècle qui fait basculer les choses du côté d'une industrialisation de la propagande et de la publicité en fonction aussi de nouveaux moyens technologiques qui existent déjà un peu avant. Alors, on va dire, pour aller vite, c'est le XXe siècle, mais disons que on va dire, même 1920, 1930, vous avez déjà ça. Sinon, bien évidemment, il n'y aurait pas eu, d'une certaine manière, Hitler, il n'y aurait pas eu Mussolini. Mais dans la deuxième moitié, justement, du XXe, je dirais, c'est plus simplement la radio hitlérienne, c'est plus la voix, on va dire, au pas martial, n'est-ce pas, de Hitler, ou c'est plus les discours enflammés de Mussolini à la radio, c'est Hollywood. C'est en gros Edouard Bernays qui va aussi bien faire la promotion de la cigarette auprès des femmes, parce que c'est un nouveau public qu'il faut entraîner à la consommation tabagique, en jouant sur le symbole phallique de la cigarette. C'est-à-dire que vous avez chez le neveu de Freud, si j'ose dire, le détournement de la psychanalyse à des fins commerciales. Il faut bien voir que Bernays a été terrible. Il a fait du terrorisme écologique. Il a été adoré des grands industriels parce qu'il a réussi, n'est-ce pas, à faire admettre à certaines villes qu'il fallait développer la voiture et qu'il fallait en finir avec les tramways. Oui, par exemple. Bon. Donc, c'est le moment, pourrait-on dire, où vous avez ces promotions commerciales et industrielles que finalement, la propagande s'aligne sur la même logique. Avec le XXIe siècle, on a les nouvelles technologies. C'est-à-dire qu'on est en temps réel. Et là, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais en gros, il n'y a pas une coupure franche et nette. Il y a des étapes. Et ces étapes, elles sont notamment scandées par des développements technologiques. Et ces développements technologiques, au lieu de servir en quelque sorte, si vous voulez, la démocratie, au lieu de servir en quelque sorte la possibilité d'une construction politique de l'espace public, elles se mettent très vite au service des dominants. C'est ça le problème majeur. Elles ne sont pas mauvaises en elles-mêmes, bien évidemment. Les nouvelles technologies sont tout à fait formidables, en médecine par exemple ou ailleurs. Mais en gros, c'est que et c'était un peu mon ouvrage sur la fabrique de servitude, c'est que la technique, au lieu de nous servir à l'émancipation, ce pourquoi elle a été en quelque sorte créée, eh bien, c'est nous qui nous mettons à la servir. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Ça en faisait partie. Comment ? Ça en faisait partie, mais... Vous voyez autre chose ? Là, du coup, pour continuer un peu la réflexion, en fait, comment on fait pour que les technologies ne servent pas la manipulation Déjà, il faudrait une régulation mondiale. Et on n'est pas prêt à une régulation mondiale. Ça a été donné, cette idée, si vous voulez, d'instance de contrôle, ne serait-ce que pour vérifier. Si vous prenez par exemple ex-Twitter, acheté par Elon Musk. Bon. Elon Musk, dont vous savez que non seulement ça a été un soutien très actif de Trump, mais vous savez aussi qu'il est en charge aujourd'hui de démolir complètement l'architecture du gouvernement fédéral pour mettre en lieu et place, je dirais, des instances privées qui récoltent des données incroyables sur les citoyens. Quelqu'un qui n'a jamais été élu, il n'est pas assermenté, il n'a aucun compte à rendre, sauf au président qui l'a nommé et qui lui donne accès à, si vous voulez, toutes les
banque de données possibles et inimaginables. Bon, c'est quand même pas rien. Elon Musk, dont vous savez également qu'il appelle à la création d'une internationale fasciste, au moins d'une internationale de l'extrême droite, puisqu'il appelle à soutenir partout en Europe, n'est-ce pas, les partis d'extrême droite. C'est quand même, c'est pas rien, je veux dire. Donc, théoriquement, les informations, théoriquement, les États, parce que, bon, une grande question dont on parlera peut-être tout à l'heure à la librairie, mais si vous voulez, le processus de civilisation démocratique, il est indissociable de la constitution des États, par exemple en Europe. J'en parlais tout à l'heure, je ne vais pas en parler maintenant. Bon. À partir du moment où vous avez une destruction des instances étatiques au profit, si vous voulez, d'instances privées qui n'obéissent qu'à la loi de la concurrence et du marché, à partir de ce moment-là, vous perdez la main. À partir de ce moment-là, de toute façon, on a déjà perdu, hein, de mon point de vue. Je vais vous dire, de mon point de vue, je ne veux pas être trop pessimiste, parce que sinon, je vais me faire gronder par ma femme. Mais ça, il va de soi que, à mon avis, on a déjà perdu. On va vers des pôles oligarchiques. Alors, j'espère bien qu'ensuite, on pourra reconquérir les territoires perdus. Mais je ne sais pas si vous le savez, mais enfin, c'est une évidence pour des philosophes anglais comme Crouch, par exemple. On est dans un temps post-démocratique. C'est terminé. Et que de toute façon, enfin, vous ne l'avez peut-être pas compris, mais enfin, pour nombre de partis politiques, comme par exemple le parti trumpiste, n'est-ce pas? Mais pas seulement. Alors, on pourrait prendre Poutine, on pourrait prendre Erdogan, si vous voulez, il va de soi que la démocratie est une vieille lune dont il faut se débarrasser. Or, ce que j'essaie de vous dire, c'est que ça n'est possible que si, mais ça j'en parlerai encore une fois peut-être tout à l'heure, mais que si les conditions sociales et culturelles le permettent. Donc les conditions sociales et culturelles, ça veut dire concrètement qu'on fait prévaloir la logique de la concurrence et du marché sur la logique de l'intérêt public et de l'espace commun. Merci beaucoup. Une autre question par ici? Merci beaucoup pour la clarté de vos propos. Intervention en 3 temps. La première en réaction à la question qui vient de nous être posée, que fait-on pour changer? Moi, je pense qu'on reste sur les réseaux sociaux pour regarder les yeux ouverts sur le monde, mais surtout, on retourne vite dans la rue, on va boire des coups avec les copains et on construit, on incarne le projet politique de demain. Deuxième temps, je sais pas si c'est une question de génération, ou en tout cas de temporalité. Je préfère être un peu plus optimiste que vous l'êtes et faire simplement une différenciation entre le temps mondial, national et local. Je pense que la démocratie est peut-être perdue telle que vous le décrivez dans le chemin critique au niveau international et mondial. Au niveau local, je pense qu'on a encore beaucoup à faire et en cas des combats à mener. Je vais essayer de vous poser une question très, très directe que je pourrais développer longtemps parce que ça me passionne assez, mais surtout pour vous laisser le choix de tirer le fil que vous le voulez. Vous pressentez l'arrivée d'un système politique qui serait plutôt tyrannique, technocratique. L'histoire nous apprend aussi que les grands temps, les grands hommes, en tout cas que l'homme ou la femme providentielle, finalement arrive. Alors dans notre histoire française et européenne, ça a été le cas. Et j'avais envie de vous entendre sur cette idée d'homme ou de femme providentielle. Merci. Alors, je ne sais pas si c'est une question de génération. Bon, pour moi, le temps ne fait rien à la chose, si j'ose dire. Hein. Mais je pense, si vous voulez, que il y a forcément des vecteurs de résistance. C'est le point optimiste que je partagerai avec vous, je crois. Alors, ce point de résistance, moi, je ne le vois pas trop dans le local et le bistrot avec les copains. Hein. Déjà, il faut avoir du temps pour ça. Et il faut que les bistrots existent et continuent à exister. Et pour longtemps. Bon. Là, vous prenez, si j'ose dire, un pari sur l'avenir. Hein. Pour
pour moi, le point de résistance, et je partage cette idée avec un philosophe japonais dont j'ai oublié le nom, je crois que c'est Saiko, je partage, si vous voulez, cette idée que c'est... Seiko dit très justement, d'ailleurs il aurait pu citer l'appel des appels entre nous, hein, mais c'est du côté des professions aidantes que se fera la révolte. C'est-à-dire que c'est difficile pour des travailleurs sociaux, c'est difficile pour des travailleurs du soin, c'est difficile pour des travailleurs de l'éducation, si vous voulez, d'être pris dans un engrenage qui ne soit pas quelque part éclairé par les lumières humanistes. Je ne sais pas si je suis clair. C'est-à-dire que le travail implique quelque part dans notre boulot l'empathie. Pour ce terme, je l'emploie au sens d'Hannah Arendt, hein, c'est-à-dire quand elle dit justement qu'un des premiers signes, si vous voulez, de dégénérescence des régimes démocratiques et de leur évolution vers, si vous voulez, les régimes totalitaires, c'est la perte de l'empathie, c'est-à-dire l'indifférence. On retrouve cette idée chez Gramsci aussi. Hein. C'est l'indifférence. Et donc, je crois que est-ce qu'on va pouvoir continuer? Et là aussi, moi, j'aimerais vous entendre. Je ne sais pas quel est votre métier, donc j'aimerais vous interroger aussi là-dessus. Est-ce qu'on va pouvoir continuer à faire un métier social, ou un métier éducatif, ou un métier soignant, si la manière dont on est formé, dont vous êtes formé, si la manière, n'est-ce pas, dont nous pratiquons exclut cette dimension empathique? Alors, ou bien effectivement on va changer de métier, ce qui est possible, hein, c'est pas exclu. Ou bien si nous continuons quelque part à être éclairés par la dimension éthique de notre métier, elle va impliquer une résistance politique. Voilà, je ne sais pas si... Vous voyez, sur l'histoire de génération, vous me permettrez de... d'accord, d'où ma plaisanterie, ma mauvaise plaisanterie, mais je m'en excuse d'ailleurs. Mais si vous voulez, j'y crois pas trop, quoi. Vous voyez, j'y crois pas trop dans la mesure où, pour ceux qui me connaissent, je suis pas fondamentalement pessimiste. Ou je fais partie de ces pessimistes qui annoncent la fin du monde pour pouvoir continuer à ce que le monde se poursuive. C'est-à-dire que j'ai, comme disait l'autre, le pessimisme de l'intelligence et l'optimisme de la volonté, quoi. Je pense que quand même nous sommes dans une situation extrêmement dangereuse, et je ne dis pas ça pour affoler les foules, hein. Je crois que nous sommes, l'actualité le montre, et je ne crois pas, alors moi je ne crois pas du tout à l'homme providentiel, hein. Je reconnais, même si je n'étais pas gaulliste quand j'étais bébé, mais si vous voulez, je reconnais qu'il y a eu quelques belles personnalités, si vous voulez, providentielles dans l'histoire de la France. Je le reconnais bien volontiers. Là, je ne suis plus sûr que les conditions sociales et politiques soient réunies. Mais je peux me tromper, voyez. Je pense plutôt que, je n'en ai pas parlé là, mais peut-être j'en parlerai tout à l'heure, je pense qu'on est plutôt dans ce que Hofstadter appelait le risque d'une évolution paranoïaque. C'est-à-dire qu'il montre, n'est-ce pas, et on le voit bien chez Trump, c'est évident, hein, c'est-à-dire qu'en gros, si vous voulez, face à un chaos, face à un désordre, la boussole est perdue. Et qu'est-ce que ça fait du bien quand on est schizophrène d'évoluer vers la paranoïa en se trouvant un persécuteur, quoi. Et ça, il le montre. Et il montre notamment Hofstadter dans son travail sur ce qu'il appelle le style paranoïaque, que c'est souvent aux États-Unis une hybridation entre les valeurs les plus conservatrices et, si vous voulez, les idéaux les plus libertariens, c'est-à-dire investissant dans les nouvelles technologies. Et ça, vous l'avez, par exemple, là, je ne veux pas en parler là, parce que là, j'en ai pour 1 heure, et je sais que Claude ne me laissera jamais 1 heure pour en parler, n'est-ce pas? Mais Mussolini, par exemple, on voit très bien, moi je me suis passionné pour les travaux de Scoati sur Mussolini, on voit très bien chez Mussolini comment, au début, en 1919, il arrive à produire une coalition entre les futuristes, le mouvement des futuristes porté par Marinetti, justement, tout à fait, vous voyez, dans la technologie la plus pointue, la plus avant-garde, etc., et les valeurs les plus réactionnaires et conservatrices. Et le risque, c'est ça.
Et aujourd'hui, pour ça que je suis désolé d'évoquer Trump, mais il est vraiment l'incarnation. Je dirais que c'est vraiment mon meilleur agent publicitaire pour mon bouquin. Si les gens lisaient mon bouquin, ils s'apercevraient qu'il y a 6 mois, j'avais finalement annoncé la victoire de Trump, quoi. Alors, 2 questions, une ici et une là. Merci. Je viens sur ces fake news dont vous avez parlé, fausses nouvelles, en citant Marc Bloch. C'est vrai qu'on s'est posé la question comment traduire fake news. Fake, c'est le faux, mais le faux qui imite le vrai. Et alors, je m'étais un peu penché sur la question et il y avait eu un débat une fois, je crois, organisé par le Nouvel Obs, où Giuliano D'Ampoli c'était un débat avec Cynthia Fleury, et ce que disait Cynthia Fleury était assez convenu, semble-t-il, mais D'Ampoli évoquait quelque chose qui peut-être vous intéressera, c'est cette dimension addictive des fake news. Il disait c'est comme le junk food. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui... Alors, ça me fait penser à une intervention que vous aviez faite à Reims il y a longtemps, sur les addictions d'ailleurs. J'étais un de vos auditeurs. Et je me demandais si ça vous parlait, là, ce fake news et addiction, avec derrière société addictogène aussi. Je vais laisser mon ami Claude répondre parce que pour moi, c'est évident. Je vais pas répondre. Je vais pas répondre à ta place, mais je pense que ça tombe bien que vous posiez cette question-là parce que ça va permettre à Roland de redire la place et le rôle du désir dans son rapport aux fake news et en quoi nous croyons ce que nous avons envie de croire. Et dans le bouquin de Roland, il y a des pages tout à fait importantes et intéressantes qui ne nous permettent pas, qui n'autorisent pas qu'on se disculpe trop vite de cette propagation de ces fake news et de notre désir de précisément trouver ce qui va remplir notre besoin ou notre désir. Donc je pense qu'il faut vraiment que tu en dises un peu plus parce que dans ton livre, on trouve des choses importantes à ce propos. Oui, alors je vous réponds tout de suite. Je cite énormément D'Ampoli. J'ai une très grande estime pour ses travaux sur les ingénieurs du chaos, par exemple. Qui sont absolument considérables, n'est-ce pas? Et c'est un des premiers à avoir montré justement dans la victoire du mouvement 5 étoiles, si vous voulez, cette combinaison entre Casaleggio, qui était, si vous voulez, un génie de l'informatique, et Beppe Grillo, qui était un clown, pour aller vite, un humoriste, n'est-ce pas? Bon, et c'est très important, parce que le mouvement a gagné sur ces stratégies de micro-ciblage dont j'ai parlé. Et d'ailleurs, le problème, ce qui va peut-être dans le sens de l'optimisme, le problème, c'est que on a vu comment ça durait pas. Il gagne. Alors, il y a quelqu'un que j'aime beaucoup, n'est-ce pas, que je cite souvent, n'est-ce pas, même si j'ai une lecture très différente de Macron, c'est Machiavel. Machiavel, n'est-ce pas, dit quelque part que celui qui gagne le pouvoir par la fortune, c'est-à-dire par la chance, en vieil italien, celui qui gagne le pouvoir par la chance, il vole et il n'en rencontre qu'une difficulté. Les difficultés commencent quand ils veulent garder. Et au niveau du mouvement 5 étoiles, c'est exactement ce qui s'est produit. Et même au niveau, par exemple, du Brexit, c'est ce qui est en train de se produire. C'est-à-dire que, si vous voulez, ces micros, c'est peut-être le point positif par rapport à la question précédente, c'est-à-dire que ces sélections, si vous voulez, de population par micro-ciblage pour les amener à voter comme on veut qu'ils votent, finalement, dans la durée, ça ne dure pas, si j'ose dire. Mais je suis d'accord. Alors, par rapport à la question de Claude, oui, si vous voulez, de toute façon, je crois que nécessairement, quand on se trompe, on ne peut que être addictif aux erreurs qui vont suivre. C'est-à-dire que, en quelque sorte, si vous voulez, le fait même de boucher le trou de la réalité par l'obturation ou l'obturateur du mensonge rend d'autant plus les mensonges suivants nécessaires. Je ne sais pas si je suis clair. Et donc, j'ai un chapitre qui s'appelle « Les foules se shootent
aux fausses nouvelles ou un truc comme ça. Les foules se shootent à la propagande. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et vous avez raison, vous me rappelez aussi que j'avais modifié mon titre, mais je ne leur avais pas dit, parce que mon titre devenait, et comme je ne leur ai pas dit, je n'ai pas osé tout à l'heure le rectifier, désinformation, manipulation, fausses nouvelles, symptômes du nihilisme contemporain. Et l'intervention que j'avais faite à Reims, je crois, à l'invitation de mon ami Patrick Chemla, si mes souvenirs sont bons, c'est ça? Ah, c'était une journée sur les addictions. Voilà, c'est ça. Eh ben, c'était justement les addictions, une passion nihiliste. C'est-à-dire qu'effectivement, on est bien. C'est un peu pour ça, si vous voulez, que je ne peux pas être totalement optimiste, mais je ne peux pas être non plus totalement pessimiste. C'est-à-dire, oui, on va vers le néant. On va vers, si vous voulez, ce dont je parle, c'est bien quelque chose de l'ordre de la néantisation de la réalité, de la néantisation du monde. Mais comme nous le savons déjà dans nos pratiques cliniques, n'est-ce pas, aux forces de mort, à ce que Eric Fromm appelle très joliment les amants de la mort, je pense que Trump est un amant de la mort, par exemple, voyez, eh bien, il vient quelque chose qui est contrebalancé, qui est du côté, bien sûr, d'Eros, qui est du côté de la pulsion de vie. Et donc, tout n'est pas foutu. Je veux dire qu'on peut supposer que, à moins... Alors, il y a des hypothèses comme ça. Il faut voir qu'un très beau texte qui n'est pas connu de Michel Serres sur la thanatocratie, c'est cette idée, n'est-ce pas, que l'humanité, aujourd'hui, elle est dans un gouvernement de Thanatos, c'est-à-dire un gouvernement de la mort, et que finalement, la planète a trouvé cette excellente idée pour pouvoir enfin survivre, c'est de se débarrasser d'abord de l'espèce humaine. Alors bon, on est dans la spéculation, et moi je ne veux pas jouer dans la prophétie, mais si vous voulez, il y a quand même quelque chose de ce côté-là, pour aller vite, qui est bien du côté d'une nouvelle forme contemporaine de nihilisme. Merci. Donc, une question suivante par ici. Merci beaucoup pour votre intervention. Alors moi, j'aurais une information et une question. Alors, vous avez parlé des réseaux sociaux X, Facebook, TikTok, Instagram, etc. Moi, je voulais vous parler d'un réseau social français qui s'appelle Quaïs, où en fait la pertinence de l'information vaut plus que sa diffusion massive en fait. Donc c'est fait par des Français, hébergés en France. Et en fait, ce qu'ils proposent, c'est un système de recommandations, on va dire, différent en fait, des systèmes classiques, like, repartage, etc., avec un système de pertinence où en fait, les posts pertinents sont recommandés, les posts non pertinents, c'est-à-dire ce que vous avez cité, fake news, appel à la haine, diffusion d'informations orientées, etc., sont... on va dire, noté négativement. Et plus on est noté négativement, et moins on sera visible dans les flux d'actualité, jusqu'à ce qu'à un moment donné, en fait, on ne discute plus qu'avec soi-même. Voilà, ça, c'était une remarque. Et concernant le technofascisme... C'est une information. C'est une information, ouais. Oui, c'est une information, oui. Du coup... Comment ça s'écrit? QWICE. Donc, c'est fait par deux habitants de la région de Caen, en fait. Soutenu par la région Normandie. Pardon ? Il faut le diffuser largement. Ah oui, tout à fait, ouais, absolument. Soutenu par la région Normandie. Voilà, c'est un projet vraiment purement français, quoi. Et concernant le technofascisme, est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'on y est déjà ? Enfin, de mon point de vue, en tout cas, on y est depuis un certain temps. J'ai surtout, pour moi, j'ai l'impression que la bascule a eu lieu en 2015, quand, avec la loi de programmation militaire, quand le gouvernement a décidé que tous les Français seraient suspects de terrorisme par défaut et qu'en gros, il faudrait, on va dire espionner, puisque c'est pour le bien de la France, donc surveiller préventivement tous les Français pour savoir s'il n'y aurait pas des terroristes dans le lot. Et actuellement, l'Union européenne est en train de plancher sur un projet qui s'appelle Child Control, qui permettrait en gros d'avoir une porte dérobée dans toutes les messageries existantes pour
au cas où, si jamais quelqu'un commet un acte répréhensible, comme ça, on pourra l'attraper plus rapidement. Je voulais savoir ce que vous en pensiez. Alors, sur le premier point, je vous remercie de cette information. Elle est plutôt euphorisante qu'on puisse constituer des alternatives, non pas des réalités alternatives, mais des alternatives, si j'ose dire, à ces réseaux sociaux, qui sont aussi, je ne l'ai pas dit parce que je n'ai pas eu le temps, parce que j'en avais promis dans le dialogue, mais qui sont aussi énormément investis par les marques. Puisque les marques financent, j'ai des chiffres, mais je ne vais pas vous les donner, mais des milliards actuellement pour pouvoir justement, en fonction de ce que ciblent, si vous voulez, bon, je vais pas chercher, mais c'est énorme. Hein. Si vous voulez, les médias sociaux. En 2016, par exemple, il y avait 2,3 milliards d'utilisateurs de médias sociaux, 552 millions de tirages de journaux. En 2021, il y a 4,2 milliards donc de plateformes, enfin et 474 millions de tirages de journaux. Donc, on voit bien, si vous voulez. Donc, du coup, comme vous le savez, les journaux vivent aussi, pour la plupart, à l'aide de la publicité, de la financement des entreprises, et du coup, les entreprises, les industriels financent les plateformes indirectement et plus les journaux. Bon. Donc, votre information est d'autant plus agréable, je dirais. Alors, sur le technofascisme, là aussi, moi, je veux bien parler, mais j'en ai pour un moment. C'est-à-dire que c'est un point que je travaille depuis longtemps. Disons que ce terme a été employé, à ma connaissance, au moins avant moi, par deux personnes. La première, c'est Pasolini, en 1973, dans un article qui s'appelle « Analyse linguistique d'un slogan publicitaire ». Pasolini dit « Aujourd'hui, on a un nouveau fascisme, qui n'est pas le fascisme, dit-il, grotesque et ridicule des mussoliniens, qui est le fascisme de la société de consommation et de la télévision. » Et il emploie le terme de technofascisme. C'est-à-dire, il prend un slogan publicitaire qui est une publicité d'une marque de jeans qui s'appelle « Tu n'auras pas d'autre jean que moi ». Donc, il dit comment se fait-il dans l'Italie catholique, n'est-ce pas, Vatican, si j'ose dire, qu'on puisse se permettre de prendre un commandement religieux, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi, et en faire un slogan publicitaire. Et il dit, il y a là quelque chose qui montre que justement, c'est parce que la religion aujourd'hui n'est plus celle des grandes religions, que la religion, elle est du côté, d'ailleurs, de ce que dit aussi Walter Benjamin bien avant lui, n'est-ce pas, elle est de ce que Benjamin appelait la religion du marché. Bon. Donc le terme technofascisme, pour lui, est là. C'est qu'en gros, il dit c'est beaucoup plus dangereux que tous les petits agités qui font les saluts nazis ou qui prennent des insignes mussoliniens, etc. Ce qui est dangereux, c'est qu'en gros, déjà, il y a un fuselage des comportements sociaux par la télévision et par le marché. La deuxième personne à employer le terme de technofascisme, c'est Ivan Illich. C'est un peu plus tardif. Ivan Illich dit, en gros, aujourd'hui, la manière de répondre aux besoins humains, c'est de les couler dans des filtres de consommation industrielle. Et donc, vous avez aujourd'hui, en somme, des besoins humains, si j'ose dire, transformés, comme vous avez de la nourriture transformée. Vous avez des aliments transformés. Bon. Après, vous arrivez à Gori, si j'ose dire, qui lui dit la chose suivante, si vous voulez. En gros, le propre du fascisme, c'est pas d'interdire, c'est d'obliger. Ce qu'on a aussi chez Barthes. Quand Barthes dit la langue est fasciste, il dit la langue n'interdit pas, elle oblige. Mais Barthes le dit dans un autre sens. Donc en gros, le technofascisme, ça veut dire qu'en quelque sorte, on vous oblige. Et on vous oblige comment ? Eh bien, on vous oblige par les nouvelles technologies à suivre un chemin qui déjà transforme radicalement le but que vous aviez décidé d'atteindre. Ce qui veut dire très concrètement que, n'est-ce pas, votre métier se trouve transformé par les règles d'usage qui vous sont prescrites par les différents modes d'évaluation et de commandement. Et qui ne sont plus incarnés, si vous voulez, par le chef, par, si vous voulez, le manager, etc., qui sont déjà incarnés par les courses d'obstacles mises en place, n'est-ce pas,
mise en place, si vous voulez, par les raids d'usage. Je vous donne un exemple très concret. La SNCF m'a demandé si j'étais satisfait de notre voyage de Marseille à Colmar où nous étions hier. J'ai essayé de répondre que j'étais très en colère parce que sans mon ami Claude, nous n'aurions jamais atteint Colmar dans la mesure où la SNCF nous a laissé tomber comme une merde à Mulhouse sans solution de remplacement. Bon. Donc j'ai voulu marquer que j'étais pas content du tout. Et puis au bout d'un certain temps et le nombre de questions qui m'ont balancé pour m'emmerder, si je veux dire, j'ai pas pu répondre. Il fallait que je retourne à la première page pour protester. Et donc j'ai laissé tomber parce que j'avais autre chose à faire. Donc si vous voulez, aujourd'hui, en gros, c'est ça. C'est-à-dire que Ces choses-là portent un nom, on appelle ça dans le métier les dark patterns. Alors en français, je sais pas comment on dit, c'est des modèles, des motifs obscurs, ouais, c'est ça, ouais. Ouais. En gros, c'est comment tourner les interfaces pour obliger les personnes à dire ou à faire, voilà, ou à faire quelque chose. Voilà. Et c'est ça que j'appelle le technofascisme. Vous voyez. J'accompagne je fais du dépannage informatique à domicile, donc je vois précisément de quoi vous... Bien. J'ai envie de te faire... de te permettre de parler un tout petit peu plus de ce que tu n'as pas dit, et en particulier ce qui fait que vous n'êtes pas obligé de croire tout ce que dit Roland Gori. Vous n'êtes pas obligé de croire tout ce qu'il dit, et en particulier croire à son pessimisme et à sa croyance en une catastrophe, on va dire, inéluctable. Pourquoi ? Parce qu'il ne se serait pas cassé d'un bouquin qui fait quand même 300 pages, et qui est le combientième ? Le 23e d'une œuvre où, s'il nous rend attentifs à tout ça, c'est précisément pour que nous ne soyons pas déprimés en partant d'ici. Et s'il nous rend attentifs à toutes ces situations qui s'ouvrent, tous ces pièges qui s'ouvrent devant nous, c'est bien pour qu'on y soit vigilant et qu'on ne tombe pas dedans. Alors, je ne peux pas croire tout ce qu'il vous dit. En vérité, c'est parce que j'ai lu le bouquin en entier, moi, et que, par ailleurs, que je connais son travail et sa façon de nous interpeller. À l'appel des appels, depuis 15 ans, on bosse. Et on bosse pour vous et pour que vous puissiez bosser pour vous. Et que vous puissiez, vous, continuer à travailler ce qui est donné comme une évidence et qui n'en sont pas. Vous n'êtes pas obligé de vous laisser piéger. Et vous pouvez faire connaissance avec vos propres désirs pour ne pas vous laisser piéger dans ce qui est donné comme des évidences ou des vérités du côté des fakes. Les fakes, elles vous interpellent là où vous êtes. Et si vous avez envie d'y croire, posez-vous la question pourquoi. Pourquoi ça vous arrange de penser à un certain nombre de choses qui ne sont pas vraies et que vous n'irez pas vérifier ? Ce que Roland nous invite à faire, c'est d'aller vérifier, c'est de croiser les sources. Et si on n'en trouve pas tout de suite, de ne pas se laisser piéger par le temps et par la vitesse, etc. Donc voilà pourquoi je te dis, Roland, il faut que tu nous dises maintenant un tout petit peu plus sur ce qui te fait écrire un travail aussi précieux, aussi riche, aussi important, qui va vous demander du travail aussi à vous, pour essayer de sortir de ce qui est tellement confortable, ces autoroutes de la pensée où vous vous lancez, d'où vous n'avez même pas très envie de sortir parfois. Moi, je travaille avec des travailleurs sociaux, et je vois combien ils sont parfois complices de ce qu'ils dénoncent. Complices de ce qu'ils dénoncent, c'est-à-dire complices en ne réagissant pas, en refusant de se mettre en position parfois un peu inconfortable, et d'une certaine manière, complices aussi de ce qui fait que ça marche ce truc, pour nous piéger. Donc voilà, j'avais juste envie de vous dire qu'il y a là des pistes, et dans ces ouvrages, cet ouvrage-là, mais il y en a eu d'autres, il y a de quoi vous armer pour penser. Mais comme je ne lui ai pas laissé le temps de parler, il n'a pas eu le temps de le dire. Mais je voudrais juste remercier Monsieur Chauder et vous laisser la parole, Monsieur Gori. Mais on est ici dans une conférence pour des étudiants qui peut paraître très conceptuelle. Je sais qu'on lit de moins en moins aujourd'hui dans notre société, on ne va pas se leurrer. Je sais aussi qu'en tant qu'étudiant, vous avez beaucoup de travail et peut-être pas toujours le temps de lire. Mais je vous remercie vivement pour essayer de souligner
le fait que ces éléments-là doivent nous permettre d'avoir les oreilles ouvertes et sont des éléments d'alerte. Donc je vous laisse tout de suite la parole, Monsieur Gori, pour compléter cette directive-là, parce que véritablement, c'est ce vers quoi on veut emmener nos travailleurs sociaux plus tard. Ensuite, on a 2 questions, donc une ici et une là. Oui, non, mais je vais être très simple, très rapide. Je crois justement que parmi les vecteurs, si vous voulez, d'émancipation, il y a incontestablement tout ce qui est du côté de la littérature, de la poésie, des sciences sociales et humaines, tout ce qui est du côté des arts. Et pour non pas faire un long discours, peut-être que tout à l'heure on le reprendra, mais je donnerai 3 exemples rapides. Le premier, je l'emprunte à Paul Valéry, dont je parle dans le livre. Paul Valéry est invité par le ministre de la Guerre dans la rade de Toulon d'admirer de très beaux navires de guerre sur lesquels il va, avec, je dirais, un équipage flamboyant, totalement bien entraîné. Et cette technique, n'est-ce pas, fait que les bateaux vont partir et vont lui faire un tour de Méditerranée. Manque de bol, la brume tombe. Et comme il dit, un peu de vapeur, eh bien, paralyse totalement cette technique admirable. Ce peu de vapeur, je le verrais bien aujourd'hui, justement, dans ce qui n'a pas beaucoup, encore une fois, de valeur, qui est l'intérêt que l'on peut prendre à se parler au bistrot ou ailleurs, n'est-ce pas, et à échanger, c'est-à-dire finalement à se réapproprier une dimension humaine qui peut s'avérer confisquée par la langue utilitaire du profit. Et j'en donnerai un exemple que je prends aussi dans le livre, des travaux de Patrick Chamoiseau, lorsque il dit dans les plantations de coton, n'est-ce pas, les esclaves étaient, comme vous le savez, déshumanisés, réduits à des fonctions, réduits à des choses, n'est-ce pas? Et donc, pour échapper à la servitude des béquets, à la servitude des maîtres, eh bien, ils marronnaient, c'est-à-dire ils s'enfuyaient. Marron, ça veut dire les cimes, ils allaient sur les cimes, n'est-ce pas? Et ils fuyaient en quelque sorte l'esclavage. Lorsqu'ils étaient pris, ils étaient tués ou mutilés. Mais il dit il y a une autre forme de marronnage. Cette autre forme de marronnage, c'est celui des guerriers de l'imaginaire. C'est-à-dire, n'est-ce pas, c'est la possibilité, le soir à la veillée, par les contes créoles, par la musique, par le jazz, par la fraternité, de se réapproprier cette humanité confisquée. Et donc, je crois que c'est aussi de ce côté-là. Et Hannah Arendt dit d'ailleurs que le déclin des régimes totalitaires est souvent marqué par une renaissance de l'intérêt porté aux arts. Je crois que c'est à ça que nous avons. Et quand je dis aux arts, ce n'est pas aux arts transformés en finance, c'est autre chose, n'est-ce pas? C'est aux arts, en quelque sorte, comme partage sensible du monde. Et je donnerai le dernier exemple, dont je parle aussi dans le livre, qui est celui de Charlotte Delbo. Charlotte Delbo, qui était la secrétaire de Louis Jouvet, grand homme de théâtre, comme vous savez peut-être, n'est-ce pas? Eh bien, Charlotte Delbo est amenée dans les camps de concentration, Ravensbrück, et dans les camps de concentration, eh bien, le soir, avec ses compagnes de malheur, elle racontait des pièces de théâtre, voire elle jouait des pièces de théâtre. Et par exemple, elle avait échangé sa ration alimentaire de pain quotidien contre un exemplaire du Misanthrope de Molière. Et donc, ces femmes qui étaient broyées par les industries d'anéantissement des nazis, qui vivaient à transformer l'humain en matériaux, elles se reconstituaient leur humanité par le partage le soir en jouant ou en se racontant des pièces de théâtre. Donc même dans les champs
les plus abominables, n'est-ce pas? Encore une fois, il y a cette possibilité d'échapper à la servitude, je dirais, par le plaisir partagé d'une autre manière de donner le monde que celui que nous propose, si vous voulez, les arts. Alors là aussi, il y aurait beaucoup à dire, mais je vais quand même en garder un petit peu pour tout à l'heure aussi. Quand même. Oui. Ouais, Somac, on va peut-être prendre les deux questions. On va prendre les deux questions à la fois et puis on laissera Roland conclure après ces deux questions. D'abord, j'ai une remarque très courte, c'est au sujet de Cornelius Castoriadis. C'est justement parce que je suis très d'accord avec sa pensée que je pense que l'usage du terme vide est inapproprié, mais plutôt de le qualifier, ce vide, et que c'est bien du néant, que c'est la fabrique du néant et pas celle du vide. Pas seulement parce que je suis asiatique, dans la pensée grecque, il y a aussi l'épokéiménon, qui est aussi cette notion de vide et qu'on aurait peut-être besoin de réhabiliter, justement. La deuxième chose, c'était un partage que je pensais important ici, dans cette école, qui forme des travailleurs sociaux. La question a été posée au tout début, c'était de savoir depuis combien de temps, en fait, cette casse, elle a eu lieu. J'ai envie de vous dire, on n'a pas besoin de l'imaginer. En termes d'inauguration, ça a toujours existé tout au long de l'histoire. Et aujourd'hui, c'est quelles sont les conditions pour recréer cette humanité à laquelle nous aspirons, en tout cas, il me semble ici. Et de dire que les usages des outils numériques tels qu'ils existent aujourd'hui sont plus que dangereux. Si vous ne connaissez pas, là c'est vraiment pour les étudiantes et les étudiants, les travaux de Marie-Claude Bossière, que Roland connaît aussi, qui travaille justement sur le bébé au temps du numérique et comment est-ce que la surexposition aux écrans crée en fait une disruption relationnelle qui est effective, pas seulement chez les enfants, mais aussi chez nous en tant qu'adultes, avec tous les effets que nous avons en termes de retardement, et aussi pas seulement comme une bombe à retardement, mais aussi en termes d'attention. Je vais juste vous donner deux exemples très simples. Aujourd'hui, on sait que la première exposition en moyenne d'âge à la pornographie des enfants, c'est 10 ans, avec tout ce que veut dire la moyenne d'âge. Aujourd'hui, il y a dans des écoles maternelles des enfants, et nous savons que les très jeunes enfants n'imitent et ne jouent que des choses qu'ils ont déjà vues, qui simulent en fait des gestes pornographiques avec toute la violence que ça induit chez les enfants. Et le deuxième exemple, pour dire que ce n'est pas juste la quantité d'écrans sur lesquels sont exposés les enfants, mais aussi les adultes qui sont autour. Vous avez toute cette image un peu d'Épinal où le parent tient l'enfant dans ses bras, lui donne le biberon et puis le regarde dans les yeux, lui chatouille les oreilles et lui parle. En fait, aujourd'hui, on a des parents qui ont les enfants sur les genoux, qui donnent le biberon comme ça et qui sont en train de scroller sur leur téléphone. Il n'y a plus aucune interaction en fait avec les enfants. Et je pense que c'était important de dire que ces automates numériques sont très très dangereux, qu'il y a un enjeu de disruption relationnelle et que vous, en tant que futures travailleuses et travailleurs du champ social, eh bien, que vous en ayez conscience. Enfin voilà. Et donc j'arrête là pour le partage et j'en arrive à ma question. Lorsqu'on est en train de parler de tout ce dont vous parlez, c'est-à-dire de cette emprise, comment est-ce que nous pouvons, nous, avoir une action de reprise pour sortir de cette emprise et donc imagine des prises? On voit bien que face aux fake news, il n'y aura pas d'émancipation individuelle, mais nous avons besoin d'organiser une émancipation collective. Et ça ne sera pas juste avec la collection de jeux qui seraient individués et qui comprendront quels sont ces impacts, qu'il y aura un corps social. Et peut-être que la réponse à toutes nos problématiques et aux défis de notre époque, eh bien, c'est la notion de responsabilité. Et ces hommes et ces femmes, en fait, qui usent et abusent des mensonges, des fake news et de la propagande, il va falloir qu'ils répondent de ce crime. Et est-ce que nous sommes, nous, en capacité d'imaginer de nouvelles instances qui obligent, nous tous, en tant que sujets individuels, pluriels et au pluriel, de leur dire « ça suffit », et pas qu'un peu, en fait, parce que nous souhaitons un monde qui soit désirable, authentiquement désirable, pour chacune des personnes qui sont ici en reconnaissance de leur égale dignité à vivre, mais que ça se fera forcément parce que nous serons en capacité de les arraisonner. Je veux dire, aujourd'hui, vous l'avez dit, Donald Trump, en 5 semaines, il a réussi à balayer en fait tout un édifice, tout un État qui est a priori le plus puissant du monde, à désorganiser en fait les universités
Aujourd'hui, j'ai des collègues aux États-Unis qui sont suspendus. Il y a des agences nationales qui ont disparu. Ce sont des fonctionnaires. Ils sont suspendus sans revenus. Que faisons-nous, en fait? Est-ce que nous sommes condamnés à regarder outre-Atlantique parce qu'ils sont un peu loin de chez nous, parce qu'ils sont encore en paix? Vous voyez, ça n'est pas un État sécessionniste qui sera en guerre avec un apartheid. Comment est-ce que nous pouvons nous organiser? Et donc, elle est là ma question. Comment est-ce que nous pouvons être collectivement responsables face à cette question? Merci beaucoup pour cette intervention et pour cette très belle question. Et une dernière question encore, donc celle de Marie Bourbury. Bonjour. Alors d'abord, je ne sais pas si je dois vous remercier ou pas, mais si, je vais le faire. Je vais vous remercier d'avoir bousculé, interrogé, réinterrogé toute la dimension éthique que je peux avoir en tant que travailleur social, mais également en tant que, je dirais, formatrice. Alors, plusieurs choses. Vous avez évoqué la pulsion de vie, Eros, que moi je vais associer au fait, et là j'aimerais que vous nous en donniez quelques mots en plus. Vous parliez du vecteur de résistance et moi j'appellerais ça le point de résistance peut-être, du côté des professions, du soin, du prendre soin et de l'enseignement. Première chose, on se retrouve, nous également, dans des difficultés et des injonctions paradoxales, la valeur éthique, jusqu'où on la transmet par rapport à des logiques administratives, des logiques... voilà, ça c'est le premier point. Jusqu'où peut-on aller? La deuxième chose qui m'interpelle, moi, plus encore, c'est, eh bien, à l'heure actuelle, le manque d'attractivité de nos métiers. Alors, comment peut-on amener à l'engagement d'un travailleur social si d'emblée, éthiquement, les choses sont déjà ébranlées? Voilà, merci. Alors, je crains fort que les deux dernières questions ne nous invitent à une nouvelle journée. Vous pensez bien que, sérieusement, je ne vais pas pouvoir vous répondre. Il faut être sérieux. Je ne vais pas vous répondre comment on fait. J'en sais rien comment on fait. J'ai essayé de donner quelques petits cailloux pour suivre un chemin qui peut-être nous permettrait de sortir des fabriques de nos servitudes, pour aller vite. Je vous l'ai dit, je crois que je ne peux pas vous dire plus que ce que j'ai dit un peu avant vos interventions. Je suis vraiment désolé, mais bien sûr, vous comprenez bien que à l'heure actuelle, l'attractivité des métiers du soin, des métiers de l'éducation, des métiers de la recherche, des métiers du travail social, même des métiers de l'information, elle est démolie par ceux qui n'ont aucun intérêt à ce que ça puisse marcher. Donc, ce que vous êtes en train de me demander, c'est comment est-ce qu'on peut en terminer avec le capitalisme néolibéral? Et je veux dire, il faut être sérieux. J'ai pas de programme politique. J'ai pas, si vous voulez, de stratégie autre que celle de vous dire que déjà, quand on fait notre métier comme nous l'aimons et comme nous l'avons appris, eu égard aux finalités qui sont les nôtres, déjà nous sommes dans un acte de résistance. C'est-à-dire que déjà, quand nous acceptons de ne pas nous soumettre à des logiques d'évaluation quantitatives, formelles, abrutissantes, qui viennent altérer en quelque sorte la substance éthique, effectivement, de nos métiers, nous sommes dans des actes de résistance. Quand, par exemple, j'acceptais de diriger la thèse d'un travailleur social ou d'un médecin généraliste qui, au bout de 10 ans, 15 ans, avait envie de déposer à l'université, en quelque sorte, la mémoire de son travail, je faisais un acte de résistance parce que j'étais condamné par mon conseil scientifique qui considérait que je ne devais inscrire en thèse que des gens de moins de 25 ans et qui avaient déjà un financement privé pour faire leur thèse. Quand un médecin prend du temps pour écouter un patient, pour, n'est-ce pas, parler avec lui de son histoire ou du sens que sa maladie peut prendre, n'est-ce pas, ou de sa douleur peut prendre,
il fait un acte de résistance, parce que la tarification à l'activité, la T2A, ne prend pas en compte cette dimension. Donc, si vous voulez, je crois qu'on ne peut pas passer trop vite sur le fait que déjà, et si nous sommes ici, alors que vous n'êtes pas payé pour ça et moi non plus, eh bien, nous faisons en quelque sorte un acte de résistance que de passer ce temps ensemble pour essayer de comprendre ce qui nous arrive. Quant à la question de l'industrie du vide, moi, j'y peux rien. C'est Cornelius Castoriadis, que j'admire, qui a dit ça. Alors, vous trouvez dans mon bouquin, je ne vais pas chercher les pages, mais vous trouvez la référence, c'est tout. Je suis désolé, hein, mais bon. Je n'aurais pas forcément dit la même chose que lui, mais je le cite et je pense que c'est aussi un devoir éthique que de reconnaître la dette qu'on a vis-à-vis d'auteurs qui ont nourri votre pensée. Alors que nous sommes aujourd'hui dans quelque chose que nous connaissons bien au niveau du net, qui est le plagiat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous le savons, n'est-ce pas? Les gens ne citent plus les auteurs auxquels ils empruntent des pans entiers des textes dont ils se servent pour leur maîtrise, pour leur thèse, pour leur HDR, pour leurs articles, etc. Donc, je n'ai fait que accomplir ce que j'estime mon devoir éthique que de citer Cornelius Castoriadis, même si je ne partage pas toujours ni toutes ses thèses, ni toutes ses formulations. Merci.